Il est 14h30, bienvenue dans votre ultime rendez-vous, c'est derrière l'image. Comme chaque jour, on va prendre le temps de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et c'est Christophe Biss, chef de rubrique économie et entreprise à The Conversation France, qui va nous la présenter. Bonjour Christophe. Bonjour. On va regarder l'image, le cliché que vous avez sélectionné. On le regarde ici, il apparaît. Qu'est-ce que cette photo représente et surtout, qu'est-ce qu'elle nous raconte aujourd'hui? Bonjour Elisabeth et bonjour à toutes et à tous. Eh bien, cette photo, je vous ai emmené en Bretagne aujourd'hui. C'est peut-être pas évident qu'on est en Bretagne. C'est une photo de Damien Meyer pour l'AFP. Et donc, sur cette photo, on est dans un data center à Cesson-Sévigné, juste à côté de Rennes. Et je l'ai choisie parce que je trouve qu'elle montre très bien une personne seule dans un lieu qui est un lieu où on investit beaucoup d'argent aujourd'hui, dont on parle beaucoup parce qu'il y a l'IA, parce qu'il y a eu il n'y a pas longtemps Chose France, et vous l'avez largement couvert ici sur France 24. Et Chose France, par exemple, le japonais SoftBank a annoncé un investissement de 45 milliards d'euros dans les Hauts-de-France d'ici à 2031. Donc, moi, ce qui m'intéressait dans cette photo, c'est que je trouve qu'il y a un écar entre ce côté très high-tech, ces racks avec des serveurs informatiques. Ça, ce sont des serveurs là qu'on voit à là, ce l'écran. qu'on voit, c'est des serveurs qui sont installés. Et puis un monsieur à la fin qui est tout seul. Et je trouvais que ce contraste était assez fascinant, parce que pour avoir visité moi-même des data centers, c'est comme ça, on a des hangars immenses avec personne. Et ce contraste entre l'argent qui est mis, la technologie qui est mise et les personnes, ça crée un espèce de contraste qui dit, je trouve très bien, les peurs plus ou moins rationnelles que l'on a vis-à-vis de l'IA et l'emploi. Plus ou moins rationnel, pourquoi? Parce que évidemment un data center, l'image elle dit la vérité, mais on ne voit pas tout. C'est que dans ces data centers, dans ces serveurs informatiques qu'on voit, mais il y a finalement beaucoup de données, beaucoup d'argent, beaucoup de services qui sont rendus possibles. Là on parle pardon, je suis tenté de regarder, mais là on parle d'une infrastructure qui sert ensuite aux autres. C'est comme si on disait une route, il n'y a personne qui travaille dessus pour l'entretenir, donc elle sert à rien. Si, il y a des gens qui la prennent pour aller travailler. Il y a d'autres qui vont livrer des commerçants, qui vont amener des matériaux, des matériels. Donc évidemment que c'est ça. Donc voilà, là on a toute cette ambiguïté. Et si le data center n'emploie pas beaucoup de monde, l'IA va peut-être quand même créer des emplois. Alors, peur irrationnelle, c'est vrai qu'il y a des craintes quand même qui sont nourries, d'éléments assez concrets. Il y a beaucoup d'études qui s'inquiètent et qui alertent des destructions d'emplois possibles provoquées par l'arrivée de l'IA. Alors là, oui, évidemment, moi, j'adopte le point de vue de l'économiste autrichien dont on parle souvent, Joseph Schumpeter, qui est l'apôtre de la destruction créatrice. J'arrête là le moment théorique. C'est quelqu'un qui a expliqué qu'en fait, une nouvelle technologie, elle détruit des emplois parce que le progrès technique détruit des emplois, mais les gains de productivité que permet ces nouvelles technologies, elles en créent aussi. Je ne voudrais pas assommer les gens qui nous regardent de chiffres ni vous, mais au début du XXe siècle, il y a 120 ans, il y a près de la moitié de la population active française qui travaillait dans l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai vérifié, et je peux vous dire que j'ai vérifié 3 fois le chiffre tellement ça m'a semblé hallucinant, ce n'est plus qu'1,5% de la population active. Oui. Et tous les gens qui ne travaillent plus dans l'agriculture, ne sont pas pourtant au chômage. Alors là, ce qu'on voit avec l'IA quand même, et qui peut-être explique une partie de cette angoisse et de ces études et de tous ces chiffres très, très inquiétants, c'est que c'est les emplois de services qui sont touchés. On a grandi dans l'idée qu'il y avait le service primaire. Moi, j'ai grandi en tout cas. Il y avait le service primaire, secondaire, tertiaire, donc l'agriculture, l'industrie et les services pour faire vite. Et là, c'est les services qui sont touchés. Et c'est encore plus les services à valeur ajoutée, les services avec du savoir. C'est les services, aujourd'hui, c'est les métiers de, typiquement, j'allais dire diététicien, non, c'est radiologue. On parle souvent des radiologues, on parle des médecins pour détecter des cellules. C'est des tâches, en fait, c'est une partie des tâches. On me dit même les journalistes, J'allais vous dire, nous, on est concernés. Les juristes, on est tous concernés. Et donc, ça fait peur parce qu'on se dit, peut-être que moi aussi, alors qu'avant, on se disait, je suis quand même un peu en haut de la chaîne alimentaire, si vous m'autorisez cette image un peu limite. Mais voilà. Et donc, c'est même pire que ça, et on va le voir dans un reportage de France 24 sur les métiers du manga au Japon. C'est un reportage qui était signé d'Alexis Brégère, Mélodie Sforza et Ayana Nishikawa. On voit que même les métiers créatifs sont touchés. Dans ce studio d'animation japonais, l'intelligence artificielle est devenue un outil quotidien. Waouh, c'est super! Cette suggestion de maison est parfaite pour mon personnage. Il y a encore un an, les employés perdaient ici des heures pour trouver une bonne idée ou dessiner leur personnage à la main. Aujourd'hui, l'IA les assiste dans 60% de leurs projets. Quelques consignes suffisent à obtenir des images de manga, des petites retouches à la main, et il est même ensuite possible de donner vie à l'image. L'intelligence artificielle crée de nouveaux dessins à partir du premier et les synthétise en une animation. Là, vous voyez la dernière version. J'ai juste repris le mouvement de l'eau et quelques éléments. Avant, avec la méthode classique, ça m'aurait pris 5 jours pour réaliser cette animation. Alors que là,
Ça n'a pris que 20 secondes, grâce à l'IA. Chaque intelligence artificielle a sa fonction propre, alors ce studio utilise une dizaine de sites dédiés. Coût total, près de 630 € par mois. Le résultat est rarement parfait du premier coup, mais le gain de temps reste considérable pour les 6 employés. À cause de nos ressources humaines limitées, j'étais à la recherche de nouvelles techniques pour être plus efficace. Nous avons compris que l'intelligence artificielle nous aiderait à atteindre ce but. Alors nous avons commencé à l'utiliser. En s'attaquant à l'industrie du dessin, l'intelligence artificielle s'ouvre les portes d'un marché tentaculaire au Japon et en pleine expansion dans le monde. Grâce aux mangas, animés et jeux vidéo diffusés à l'étranger, le Japon a récolté environ 30 milliards d'euros rien qu'en 2022. Chez les fans de manga, les avis sur l'IA sont mitigés. Moi, j'aime bien l'œuvre des mangaka qui dessinent de manière traditionnelle. Donc je n'aime pas vraiment l'idée que cette culture puisse se perdre. Si l'intelligence artificielle me permet de lire plus rapidement, je suis content. Je veux lire dès que possible le travail de mes auteurs favoris. Le succès des mangas repose sur une publication rapide et l'intelligence artificielle pourrait encore l'accélérer. Pendant longtemps, ce sont ces magazines en langue japonaise qui avaient l'exclusivité des nouveaux chapitres chaque semaine au Japon. Mais aujourd'hui, certains éditeurs publient aussi des versions en ligne, quasi simultanées et accessibles dans le monde entier grâce à des traductions. Depuis un an, cette entreprise a recours à l'intelligence artificielle pour traduire des nouveaux chapitres. La page originale et sa copie sans texte suffisent à ce que la magie opère. Là, vous voyez le texte japonais est détecté automatiquement par l'IA. La traduction anglaise va ensuite apparaître et être placée directement dans les cases correspondantes. Grâce à ce procédé, un chapitre de 30 pages peut désormais être traduit en 2 jours, contre une semaine auparavant. Bon, on le voit bien ici, il y a des plus, il y a des moins, évidemment. Est-ce qu'il faut pour autant arrêter ce mouvement, au moins le ralentir ? Alors l'arrêter, je ne sais pas, peut-être mieux l'anticiper et mieux le préparer. Alors à The Conversation, comme vous le savez, on vous le dit à chaque fois, on publie des textes universitaires. Et là, pour le coup, moi j'en ai publié un de Patrice Laroche, qui est professeur à l'Université de Lorraine, qui s'est intéressé à une question qui est très contre-intuitive, qui est de savoir, est-ce que le fait qu'il y ait des syndicats dans une entreprise ou dans un secteur va accélérer ou retarder l'IA ? Il part d'un constat complètement contre-intuitif, parce qu'on se dit a priori, les syndicats vont vouloir à tout prix arrêter parce qu'ils sont protecteur, on va dire, de l'emploi existant. Et donc, ils regardent les chiffres des taux de syndicalisation dans toute l'Europe. Et qu'est-ce qu'ils s'aperçoivent ? Que les pays où il y a le plus d'IA, c'est les pays où il y a les taux de syndicalisation les plus élevés. En gros, les pays scandinaves. Et à l'inverse, les pays où le taux de syndicalisation est faible, alors j'avais noté, Bulgarie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Grèce, mais aussi France, sont les pays où, au moment de cette étude, eh bien, l'IA est la moins adoptée. Et l'hypothèse qu'il va poser à ce moment-là, c'est qu'il y a un lien entre la qualité du dialogue social et l'adoption de nouvelles technologies. C'est-à-dire, en fait ? Alors, dans les entreprises, il faut que je sois précis là, dans les entreprises avec une représentation syndicale, où il existe une représentation syndicale, eh bien, ce qu'ils découvrent, c'est que le taux d'adoption des technologies numériques est 15 points au-dessus des entreprises où il n'y a pas de syndicat. Autrement dit, quand il y a des syndicats, il y a de la techno, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et il y a même souvent plusieurs technos. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas qu'un seul logiciel d'IA, mais on va en utiliser plusieurs. Alors, je vais préciser une chose, c'est que c'est une étude qui a été faite en Italie, que ça serait intéressant d'avoir des résultats dans d'autres pays. Et finalement, quand on regarde et qu'on lit un peu la littérature, on voit que c'est un résultat qui n'est pas si étonnant que ça. Une entreprise où il y a un dialogue social qui fonctionne bien, c'est une entreprise où les salariés peuvent exprimer leur angoisse, leur peur, dire moi j'ai peur pour mon emploi, qu'est-ce que je vais devenir demain ? Et peut-être qu'à ce moment-là, la direction peut en prendre compte, elle peut les entendre, elle peut les rassurer, elle peut aussi dire peut-être plus ouvertement quels sont ses projets en matière d'IA. Et peut-être que là, à ce moment-là, les technologies s'intègrent un peu mieux parce qu'il y a une confiance mutuelle qui aide à se projeter au-delà du court terme, surtout à moyen terme. On sait où on va, quoi. Tout le monde sait où il va. Et donc, on va regarder un extrait tout de suite, visiblement, qui illustre votre propos. Regardez. Des salariés chargés de faire de la veille médiatique, de rédiger des synthèses pour leurs clients. Bientôt remplacés par les machines. C'est ce que viennent d'apprendre les employés d'Onclusive, agence de relations publiques. 209 postes sur 383 vont disparaître au profit d'une intelligence artificielle. Ces syndicalistes encaissent le choc. D'une ampleur comme ça, d'une violence comme ça, non, on ne s'y attendait pas. Des cadres, des directeurs, aux simples techniciens de production. Ça concerne effectivement tout le monde.
La société rachetée par un fonds d'investissement américain évoque une modernisation pour un service plus rapide et plus fiable. Tout programme de transformation de cette ampleur nécessite des décisions difficiles, y compris un plan de licenciement associé. À la clé, un service dégradé selon ce salarié spécialisé dans la veille médiatique. Le flou numérique, le flou informationnel est gigantesque et il faut des êtres humains pour canaliser ce flot, pour faire barrage, pour sélectionner des articles. Et une machine ne peut pas le faire, parce qu'une machine obéit bêtement. Et c'est quelque chose qui est très dangereux. Cette annonce est-elle la première d'une longue série? Combien de postes pourraient être touchés? Avec l'intelligence artificielle, 2/3 des emplois actuels pourraient être en partie automatisés, soit 300 millions à travers le monde. Agents administratifs, architectes ou encore assistants médicaux. Un chiffre à relativiser selon certains experts. C'est typiquement ce qu'on a vu avec ChatGPT ainsi que d'autres, il y a des hallucinations. Les hallucinations, ça veut dire qu'il y a des productions d'erreurs par ces machines-là, parce qu'elles vont même parfois inventer des mots, inventer des logiques, inventer des concepts, elles vont inventer des trucs qui n'ont aucun sens. Et donc il faut toujours l'être humain derrière pour contrôler ce qui s'est passé quand on a produit un document ou une image. Maîtriser ces programmes devrait donc aussi permettre de créer de nouveaux emplois. Voilà, c'était l'extrait d'un reportage de France 2 signé Sophie Lançon et Olivier Poncelet qui montrait, en tout cas là, on était en début d'une négociation et on voyait comment ça pouvait être. On a vraiment l'impression que le ciel tombe. Non, le ciel tombe pas sur leurs pieds, tombe sur leur tête. En fait, ce qu'on comprend, c'est que quand il y a du dialogue social, ça favorise, ça fait en sorte d'avoir une transition technologique plus douce. Ça fonctionne pour autant à chaque fois? Alors, comment vous dire? On est parti du général, de l'IA, de l'agriculture, de l'histoire. On est allé passer à l'entreprise. Je voudrais vous parler d'un autre article qu'on a publié sur l'IA et le social, qui là s'intéresse au destin individuel des gens et surtout comment les gens vivent un licenciement. Alors c'est une étude qui a été menée par 2 personnes, Nicolas Hérault de l'Université de Bordeaux et Daniel Nettle de l'Université Northumbria de Newcastle. Là encore, on passe de l'Italie, on va en Australie. Eux, parce que l'Australie, ils ont un truc super, ils ont des données sur 20 ans et ils peuvent faire une étude auprès de 14 000 personnes. Et donc on a du recul. Ouais, on a du recul. Et leur sujet, c'est de savoir est-ce que les personnes qui ont anticipé leur licenciement ont un impact plus ou moins grand sur leur santé mentale. On part du principe, on imagine a priori que quelqu'un qui l'a anticipé se remettra plus vite parce qu'il s'y attendait. Et bien en fait, pas du tout. Les gens qui les aient ou non anticipé ce qui va leur arriver quand ils se retrouvent licenciés, et ben l'impact sur leur santé mentale est quasiment le même. Il y a une petite différence d'1 ou 2 points, mais il n'y a rien de vraiment significatif. En revanche, ce qu'ils découvrent et qui est très intéressant, c'est que les gens qui retrouvent très vite du travail, une fois qu'ils ont retrouvé du travail, les gens qui ont été licenciés, et bien ils retrouvent leur niveau de santé mentale d'avant. Alors que ceux, et là c'est pareil, qu'ils aient ou pas anticipé, alors que ceux qui n'en retrouvent pas, et que là encore, qu'ils l'aient ou pas anticipé, donc toutes les personnes qui ne retrouvent pas de travail, eh bien, eux, ils ont leur santé mentale qui est durablement dégradée. Bon, ça paraît assez cohérent, ça paraît assez cohérent si on retrouve sa condition au travail. La conclusion qu'il faut en tirer, il ne faut pas trop anticiper son licenciement, ça ne changera pas grand-chose. Déjà, ça oui, c'est peut-être déjà, ça sert peut-être à rien d'imaginer le pire. C'est un anxieux qui vous parle, ça sert à rien d'imaginer le pire. De toute façon, s'il doit arriver, il arrivera, donc on verra bien. Après, je suis pas candidat à la présidentielle, donc j'ai pas un programme clé en main pour accompagner les mutations, mais quand même, ce qu'on sent à travers de tous ces exemples que je vous ai pris, qu'on a trouvés dans la littérature, c'est que finalement, si on anticipe dans l'entreprise, qu'on en parle, 2, ensuite, si on arrive à faire retrouver vite un travail aux personnes, il y a peut-être plus de chances que ça se passe bien. Et à cet égard, je trouve que je vous ai parlé tout à l'heure des pays scandinaves. Les pays scandinaves sont quand même les pays qui ont inventé la flexi-sécurité. Et là aussi, on a publié un 3e article, décidément, de Serge Bessanger, qui est enseignant à l'ESCE, et qui montre que dans les pays scandinaves, leur grande force, c'est que les gens retrouvent très vite du travail. On a beaucoup d'idées reçues sur la flexi-sécurité, surtout un système où les gens retrouvent très vite du travail. Et moi, je termine très vite aussi. Donc, on retrouve très vite du travail. Et les entreprises, surtout, elles ont un cadre qui est assez stable pour leur permettre d'investir. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'à la fois, les gens retrouvent vite du travail et que les entreprises investissent plus dans les technologies. Voilà. Donc, faisons-nous confiance, créons un climat de confiance et peut-être que dans ces conditions, l'arrivée de l'IA sera moins catastrophique que ce qu'on lit et ce qu'on entend parfois. Voilà. C'était Christophe Bies de The Conversation France, le Merci. rapport de l'IA face au travail. Merci d'avoir été avec nous. Restez à nos côtés. Paris Direct se poursuit avec tout de suite votre grand format du jour. C'est le Focus. Regardez.